Excellence, je m'entends. Il y a un écho. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, merci de votre présence et bienvenue pour cette cinquième, sixième, cinquième session en français euh, euh, de, d'information, de développement, de discussion autour d'enjeux spécifiques liés au désarmement, à la maîtrise des armements, euh, à l'invitation de l'UNIDIR, de la France et de l'Organisation internationale de la francophonie. Votre présence nombreuse montre une fois encore l'intérêt, j'oserais dire la nécessité de ce type de dispositif. Et c'est donc avec un grand plaisir que j'endosse aujourd'hui le rôle de modérateur de cette cinquième édition ou de ce cinquième épisode de notre série, saison 1, j'espère. J'espère qu'il y en aura de nombreuses par la suite. Je suis d'autant plus heureux d'assurer cette modération que nous sommes maintenant à une encablure à peine, à 5 semaines du sommet, du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, et que c'est notamment dans la perspective de la présidence française de la francophonie, puisqu'un sommet signifie aussi que le pays qui l'organise assure la présidence de l'organisation pendant 2 ans, généralement, les 2 années qui suivent le sommet jusqu'au suivant, que ces rendez-vous, cette série de rendez-vous, ont été pensés. Je me permettrai de faire un bref rappel de ce qu'est la francophonie. C'est certes à travers l'EIF une organisation intergouvernementale qui rassemble aujourd'hui 88 pays, États et gouvernements, a-t-on l'habitude de dire dans le cas de la francophonie, puisque nous avons à la fois des États-nations, au sens des États membres des Nations Unies, par exemple, mais aussi des gouvernements, c'est-à-dire des entités fédérées au sein d'États fédéraux. Il y en a pas mal ici. Je prendrai un exemple, la Louisiane, n'est-ce pas, puisque les États-Unis sont présents, la Louisiane est également membre et observatrice au sein de notre organisation. Il y en a de nombreux autres, comme le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Calédonie, Wallonie-Bruxelles et bien d'autres. La francophonie est un projet, au-delà de cette organisation intergouvernementale, une communauté, oserais-je dire, avec beaucoup d'autres institutions que l'OIF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, qui rassemble plus de 1000 universités, centres de recherche, bien d'autres, qui est le résultat de la volonté politique de chefs d'État africains. De chefs, de jeunes chefs à l'époque, ou en tout cas de chefs de leur jeune État, de présidents de leur État ayant récemment accédé à l'indépendance. Nous sommes à la fin des années 1960 et Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Amani Diori au Niger, Habib Bourguiba en Tunisie ont la volonté autour de cette langue commune qu'est le français, qui est le butin de guerre, comme le disait Senghor en reprenant le mot de Yassine Kateb, à travers cette langue qui a été importée par les anciens colons, il y a aussi la possibilité de pouvoir se parler entre États ayant récemment accédé à l'indépendance, et puis de renouer le dialogue pour prendre aussi une place à la table multilatérale. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, et c'est dans ce sens qu'évidemment travaille la francophonie, et pour ce qui concerne Genève, aussi le groupe des ambassadeurs francophones, avec cette volonté de continuer à tisser des fils, de construire des ponts
pour permettre aussi un échange entre groupes régionaux, entre acteurs qui ont des objectifs, des volontés qui peuvent diverger, mais qui tentent toujours à se retrouver autour de cette langue, de cet esprit, de ces langues, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup plus que le français que l'on parle en francophonie, mais par contre, cette idée d'avoir aussi, d'être attentif à l'enjeu culturel et à l'enjeu linguistique est important, bien sûr, et parfois, malheureusement, c'est un des aspects que l'on perd un peu de vue. Ici aussi, sommes-nous contents de pouvoir y œuvrer de conserve pour ramener un peu de multilinguisme dans le débat concernant le désarmement. Voilà, je ne serai pas plus long sur ce point. Je soulignerai simplement qu'évidemment, cette volonté de passerelle et de trait d'union, nous la partageons avec l'UNIDIR. C'est aussi le rôle que se donne avec beaucoup d'engagement, beaucoup de conviction et beaucoup d'efficacité cette organisation que nous soutenons et dont nous considérons le rôle absolument indispensable. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, après, je rappelle les épisodes précédents, après les enjeux de la 4e conférence d'examen du programme d'action sur les armes légères et de petit calibre, la question de la gouvernance de l'intelligence artificielle et militaire, les cybermenaces. Le premier épisode, c'était les risques biologiques contemporains. Voilà, nous nous attaquons aujourd'hui à un enjeu fondamental, la sûreté spatiale. Échange qui intervient au lendemain de la dernière session du groupe d'experts intergouvernementaux sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique, le GGE Paros, à propos duquel je suis certain que nous entendrons nos intervenants. Nous avons un panel exceptionnel aujourd'hui. Je vous le présenterai dans une minute. Avant cela, je voudrais céder la parole à Madame l'ambassadrice Camille Petit, représentante permanente de la France auprès de la conférence du désarmement, pour ses remarques introductives, non sans vous avoir informé que l'événement sera enregistré à l'exception des questions-réponses et il sera aussi disponible sur le site de l'UNIDIR dans un délai qui sera peut-être précisé, mais en tout cas qui est généralement assez bref. Madame l'ambassadrice, je vous donne bien volontiers la parole. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour à tous. Je suis ravie, en effet, de dire quelques mots en introduction pour cette 5e rencontre, donc dans le cadre du cycle de rencontres francophones organisé par l'UNIDIR en partenariat avec l'OIF et la France. Donc cette fois-ci, comme vous l'avez indiqué, sur la sûreté spatiale. Et ce thème, cette discussion est particulièrement opportune pour 2 raisons. D'abord, vous l'avez dit, parce qu'il y a eu récemment ce groupe d'experts gouvernementaux, le GGE, sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace, PAROS, pour indiquer un mauvais sigle en anglais, et qui a abouti... Très belle île, très belle île et qui a abouti à un rapport adopté par consensus. Et ce n'est pas anodin parce que eh bien, c'est la première fois depuis 2013 que nous sommes parvenus à un rapport substantiel en matière de sûreté spatiale. Et donc, ce rapport esquisse un certain nombre de pistes qui seront utiles pour la suite de nos travaux à Genève dans quelques mois.
Et puis la deuxième raison, mais elle sera exposée en détail par le directeur de l'UNIDIR, c'est que dans quelques jours, nous aurons donc la conférence annuelle de l'UNIDIR sur la sûreté spatiale, les 10 et 11 septembre. Et je tiens d'ores et déjà à remercier le directeur de l'UNIDIR pour le travail de l'Institut et de ses chercheurs, notamment sur le portail de sûreté spatiale, qui est un outil extrêmement utile et auquel la France est d'ailleurs très heureuse de contribuer. Donc, avant de passer la parole au directeur de l'UNIDIR, juste quelques très brèves remarques, essentiellement sur le contexte dans lequel s'inscrivent les efforts pour faire progresser la sûreté spatiale. Alors, tout d'abord, et c'est ma première remarque, l'environnement spatial a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Et pour utiliser le langage consacré à l'ONU, cet environnement, il est de plus en plus encombré, compétitif et contesté. Donc encombré d'abord en raison du nombre, du volume important d'objets en orbite, sans entrer dans les détails, mais avec environ 5000 satellites actifs, plusieurs milliers d'objets spatiaux, et il en résulte un risque de collision accru, mais aussi une probabilité plus grande d'interférences non intentionnelles entre satellites. Et donc cela peut générer des malentendus et provoquer une montée des tensions. Par ailleurs, les tirs anti-satellites ont beaucoup augmenté le nombre de débris dans l'espace, qui serait aujourd'hui de près de 900 000 et qui peuvent rendre inopérant, voire détruire en totalité un satellite en cas de collision. Donc, un environnement encombré. C'est aussi un environnement compétitif, car le nombre d'acteurs spatiaux a également connu une croissance importante depuis le début des années 2000. Croissance qui, bien entendu, est un facteur positif, il faut s'en réjouir. Si dans les années 1950-1960, le club très restreint un club très restreint de pays pouvait investir le milieu spatial, aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de pays disposent de systèmes satellitaires et une dizaine ont une capacité autonome d'accès à l'espace, sans compter aussi, bien sûr, le développement des acteurs privés. Donc la France se réjouit de cet accès plus large aux technologies spatiales, mais bien entendu, il faut en tenir compte dans la manière d'aborder l'espace. Et donc, encombré, compétitif, et enfin, le dernier terme que j'ai évoqué, c'est contesté. Il s'agit en fait de la compétition, mais sous l'angle stratégique, entre grandes puissances, qui s'est étendue à l'espace. En témoignent les tirs anti-satellites ou des manœuvres hostiles de rapprochement ou débrouillage. Donc, c'est une dégradation que nous connaissons tous du contexte géostratégique, mais qui est d'autant plus problématique que dans le même temps, nos sociétés contemporaines sont devenues de plus en plus dépendantes du milieu spatial sous tous les plans, économiques, social. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais qu'il s'agisse de télécommunications, etc., de prévention des risques naturels, mais aussi dans le domaine de la défense, puisque les forces armées, nous le savons, prennent de plus en plus appui sur des moyens spatiaux. Voilà pour l'environnement. Et donc, dans ce contexte, il faut tenir compte de ces évolutions, ce qui doit nous amener donc à traiter des enjeux de sûreté spatiale sous un angle plus large. Et donc, en tenant compte également de la viabilité des activités spatiales, qui est un enjeu non seulement pour les puissances spatiales, mais pour l'ensemble des États. J'en profite juste pour préciser qu'il y a un faux ami en anglais, puisque le couple safety-security se traduit par sécurité-sûreté. Voilà, juste pour ceux qui sont moins familiers de cette difficulté. Donc, en termes d'approche, la prévention de la course aux armements dans l'espace, elle date de 1978, inscrite dans le cadre de la session spéciale de l'Assemblée générale, la première sur le désarmement.
Mais bien sûr, le contexte est complètement différent aujourd'hui. Si on abordait le sujet dans le contexte de la guerre froide par le prisme de la maîtrise des armements, il faut aujourd'hui élargir l'approche au-delà de l'approche purement capacitaire, puisque les technologies, on l'a vu, sont duales. Et donc, il faut prendre en compte le fait qu'il est difficile, voire impossible, de définir une arme dans l'espace et également d'assurer la vérification des activités dans l'espace, puisque même pour une grande puissance spatiale, il est très difficile de savoir exactement ce qui s'y passe. Par ailleurs, élargissement également de l'approche, puisque l'approche comportementale et la définition de mesures volontaires peut tout à fait précéder l'établissement d'instruments juridiquement contraignants, comme cela a été le cas pour la prévention, l'interdiction de placement d'armes de destruction massive dans l'espace. Voilà, et donc j'en arrive juste à ma conclusion. Cette approche plus large, nous avons la possibilité de la mettre en œuvre pendant la période dense qui va s'ouvrir à Genève à partir de 2025 avec 2 groupes de travail à composition non limitée qui seront consacrés à ces sujets. Et donc je suis sûre que ce séminaire qui traite à la fois des questions de l'ONU mais au niveau également régional et national pourra, je l'espère, enrichir le débat. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour ces éléments concis, précis et pertinents qui vont immédiatement être complétés par ceux de Monsieur Robin Geiss, le directeur exécutif de l'UNIDIR. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et bonjour à tous. Et clairement, c'est avec un immense plaisir que je vous adresse ces quelques mots au nom de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. C'est trop rare que je prononce ce nom en français. Alors, au nom de l'UNIDIR. Je me réjouis de pouvoir être de vôtre aujourd'hui pour cette 5e rencontre francophone. Je crois qu'on a répété ça 5 fois déjà, mais c'est important. C'est important, spécialement après le succès des précédents événements organisés sur des sujets d'importance majeure du désarmement, avec le soutien de la France, bien sûr, et merci beaucoup, et en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Je me félicite en particulier de l'expertise de pointe si diverses que ce panel représente aujourd'hui. Votre participation démontre toute l'actualité et la pertinence de la thématique de la sûreté spatiale au lendemain de la dernière session du groupe d'experts gouvernementaux sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique et à la veille de la prochaine session du groupe de travail à la composition non limitée sur la réduction des menaces dans l'espace extra-atmosphérique. Dans l'environnement géopolitique actuel que nous connaissons, cela représente une lueur d'espoir et une avancée considérable pour les discussions multilatérales en la matière. Si vous me le permettez, je voudrais souligner à cette occasion la contribution de l'équipe du programme sur la sûreté spatiale de l'UNIDIR, et en particulier celle de notre collègue Sarah Erickson, qui a participé aux séances du groupe en tant que membre du secrétariat en sa qualité d'experte. L'UNIDIR est en effet engagée en faveur de la préservation d'un environnement spatial sûr et stable. Et à cet égard, nous saluons l'adoption par consensus du rapport final qui pourrait, dès lors qu'il sera rendu public, servir de référence en termes de recommandations s'agissant de mesures concrètes dans la perspective de la poursuite des négociations internationales en vue d'instruments pour prévenir d'une course à l'armement dans le domaine extra-atmosphérique. Il a de la raison d'être de l'UNIDIR de construire des ponts et des terrains d'entente entre les États. C'est pourquoi l'UNIDIR a publié en août l'année dernière une lexique sur le terme pour contribuer à l'élaboration d'une compréhension commune des enjeux et ainsi favoriser cette discussion.
Ce sujet sera notamment abordé plus en détail par notre collègue Laetitia Cesari, chercheuse consultante auprès de l'UNIDIR. Ainsi, je suis ravi que cet événement qui nous rassemble aujourd'hui puisse explorer ce sujet dans toute la complexité et la diversité qui la caractérise. Je le suis d'autant plus que celui-ci se déroule en français, et français avec un accent allemand, je sais, mais désolé pour ça, et que l'UNIDIR accorde une importance toute particulière au multilinguisme. Nous sommes en effet convaincus que l'organisation de ce type d'événements contribue à favoriser la diffusion et l'impact de nos travaux au profit de la communauté internationale dans son ensemble et dans l'espace francophone en particulier. Je vous remercie de votre attention et nous souhaitons à toutes et tous une excellente et fructueuse conversation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur, cher Robin, pour cette présentation, elle aussi bien rodée. Nous avons le sommaire. Il me reste à vous donner le casting maintenant des personnes qui vont intervenir. Alors, on a entendu l'accent allemand. J'espère qu'on va en entendre beaucoup d'autres, hein. Il n'y a que les Parisiens qui pensent ne pas avoir d'accent. Alors, on va commencer en ligne avec Madame Mariolène Van Delen, qui est l'envoyé spécial pour l'espace de l'Union européenne. Suivront Monsieur André Nonguerma, qui est le chef de la section de l'information géospatiale à la Commission des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba, donc en ligne lui aussi. Parmi nous, Monsieur Claudio Medeiros Leopoldino, qui nous vient de la mission permanente du Brésil, ici même à Genève, le professeur Mahaman Bachir Saleh, qui est expert scientifique de la Commission de l'Union africaine et qui nous vient d'Abidjan, bienvenue, et Madame Laetitia Cesari, moi je voulais dire Cesari, mais qui est chercheuse auprès du programme spatial de l'UNIDIR. Eh bien voilà, j'ai le plaisir de vous donner la parole en première position, chère Madame Cesari. Excellences, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, mon nom est Laetitia Cesari et je suis chercheuse consultante auprès du programme spatial de l'UNIDIR. Je remercie la France, l'Organisation internationale de la francophonie et l'UNIDIR pour l'organisation de cet événement qui vise à donner un aperçu de l'état actuel des discussions multilatérales dans la perspective de la reprise des travaux à Genève en début d'année 2025. Notre conversation de ce jour porte sur une notion qui renvoie aux grands principes du droit international applicable aux activités spatiales, notamment au développement d'une large coopération internationale en ce qui concerne l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Le multilinguisme, en effet, est inhérent aux discussions internationales et certaines questions se posent quant aux notions utilisées lors des conversations qui se tiennent au niveau multilatéral, en particulier au sein de la conférence du désarmement, lors des négociations à propos de la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Ici, l'objectif est la protection des objets spatiaux et de leurs composants contre la menace ou la réalisation d'actions commises de manière délibérée à l'encontre d'un système spatial par des acteurs externes ou non autorisés et qui auraient des conséquences négatives. En effet, certaines technologies soulèvent des inquiétudes concernant la présence de capacités contre-spatiales, notamment utilisées au sol, depuis le sol ou en orbite, mais aussi à travers les systèmes électroniques dans le cyberespace. L'utilisation de l'espace extra-atmosphérique a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Un nombre croissant d'acteurs étatiques et non étatiques opèrent dans l'espace, avec de plus en plus de satellites fournissant une gamme croissante d'avantages et de services essentiels. Les services spatiaux sont de plus en plus intégrés dans divers aspects des services essentiels à tous les États et à tous les peuples, notamment les communications, l'énergie, les transports, la finance, les opérations d'urgence et humanitaires, ainsi que dans la défense et la sécurité nationale,
Comme l'a rappelé Madame l'ambassadrice, les sciences et technologies spatiales, leurs applications, et notamment les communications satellitaires, les systèmes d'observation de la Terre et les technologies de navigation par satellite, constituent des outils indispensables au développement durable et la dépendance à l'égard des capacités spatiales s'accroît pour des utilisations civiles et commerciales, mais aussi pour des utilisations militaires. De même que la nécessité d'assurer leur protection. Par conséquent, les intérêts de tous les États devraient être identifiés et pris en compte lors de l'élaboration des mesures visant à prévenir une course aux armements dans l'espace sous tous ses aspects. Plusieurs mécanismes et processus différents ont été proposés pour répondre aux préoccupations en matière spatiale et atteindre les objectifs de la prévention d'une course aux armements dans l'espace. D'une part, les groupes de travail à composition non limitée, qui sont des forums de discussion ouverts à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies, pour contribuer à l'élaboration de normes et d'accords. L'objectif ici est de faciliter un consensus international sur les mesures à prendre en permettant à un large éventail de pays d'y participer activement. D'autre part, les groupes d'experts gouvernementaux, qui sont des groupes plus restreints, composés d'experts issus de différents pays, habituellement des représentants gouvernementaux ou des spécialistes des questions de défense. Cela peut impliquer une interaction étendue avec des experts externes, non gouvernementaux, qui peuvent être invités à interagir avec le groupe. Ces groupes se concentrent sur des questions spécifiques et techniques et visent à formuler des recommandations précises et réalisables, basées sur des expertises approfondies. Lorsqu'ils sont adoptés, les rapports produits par les groupes d'experts gouvernementaux servent souvent de base pour les délibérations plus larges au sein de groupes de travail à composition non limitée ou d'autres organes onusiens. Les résultats des groupes de cette nature peuvent être très variés. Par exemple, des recommandations sur des mesures qui peuvent être approuvées par les États membres de l'Organisation des Nations Unies, comme l'a montré le groupe d'experts gouvernementaux de 2013 sur la transparence et les mesures de confiance. En outre, il est également à noter la tenue récente du groupe d'experts gouvernementaux de 2019 sur les nouvelles mesures concrètes pour la prévention d'une course aux armements dans l'espace, le groupe de travail à composition non limitée sur la réduction des menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable, les initiatives internationales et les engagements politiques concernant l'interdiction de placer des armes dans l'espace et sur les essais destructifs de missiles antisatellites à ascension directe, ainsi que les recommandations de la Commission du désarmement des Nations Unies en 2023, visant à promouvoir la mise en œuvre pratique de mesures de transparence et de confiance dans les activités spatiales. À ce titre, le groupe d'experts gouvernementaux sur de nouvelles mesures concrètes pour la prévention d'une course aux armements dans l'espace, qui s'est tenu récemment, a permis de travailler sur les principes nécessaires à l'élaboration d'un, voire plusieurs, instruments juridiquement contraignants. Il a ainsi été rappelé l'importance d'identifier les menaces, et pour cela de disposer de définitions précises, d'un champ d'application clair et de mécanismes de vérification. Le groupe s'est penché sur des termes tels que les armes dans l'espace et a examiné les éléments possibles de mesure les concernant. Les discussions ont porté sur des sujets tels que le recours à la force, les attaques contre les objets spatiaux ou encore les attaques contre les infrastructures terrestres liées aux objets spatiaux. En ce qui concerne la manière dont ce groupe d'experts gouvernementaux peut être lié à d'autres groupes de travail ou les compléter, un consensus est dégagé depuis un certain temps sur le fait que la prévention d'une course aux armements dans l'espace peut être menée sur plusieurs fronts. L'un des buts de l'UNIDIR est de soutenir le travail des États et d'aider la communauté internationale à développer des idées pratiques et innovantes nécessaires à l'élaboration de solutions aux problèmes critiques. Au sein de l'Organisation des Nations Unies, travailler dans les différentes langues officielles présente de nombreux avantages, car chaque langue apporte avec elle une perspective culturelle et conceptuelle unique. Cela peut conduire à une réflexion plus riche et plus nuancée sur les enjeux multilatéraux en intégrant des points de vue divers. Cependant, malgré les efforts de traduction et d'interprétation, il existe toujours un risque de malentendu ou de nuances perdues lors de la communication entre deux langues, et ici à l'ONU entre les 6 langues officielles.
Des erreurs de communication peuvent mener à des incompréhensions, affectant ainsi la clarté des décisions et des discussions. L'un des défis à relever pour faire progresser les discussions est l'absence d'une compréhension commune des termes fréquemment employés. Pour faciliter cette compréhension commune de sujets et de termes clés, l'UNIDIR et le Secure World Foundation ont élaboré un lexique qui vise à servir de point de référence mondial accessible sur les questions de terminologie liées au spatial. À cette fin, tous les efforts ont été déployés pour offrir des définitions concises et concrètes. Cependant, des divergences de vues sur des termes clés sont présentées dans le lexique lorsque cela s'avère nécessaire pour refléter différentes interprétations de la terminologie ou le choix de certaines traductions. Le lexique est un projet évolutif qui ne vise pas à imposer des interprétations de la terminologie ni à déterminer comment ces termes doivent être définis. Il vise plutôt à souligner que la terminologie qu'il contient peut être interprétée de différentes manières. Il est à espérer que ce lexique servira à accroître la transparence et à éviter les éventuels malentendus lors de l'élaboration de définitions dans le cadre de négociations futures. D'autres projets, événements et publications portés par l'UNIDIR, notamment le portail interactif, la conférence OS24 et les Space Dossiers, visent à renforcer la confiance dans le domaine spatial en facilitant la compréhension commune des risques, des politiques et des pratiques. J'ai grand espoir que notre travail commun contribuera à renforcer les négociations en faveur de la prévention d'une course aux armements dans l'espace et à faciliter les travaux à Genève en début d'année 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Césari. Toujours très satisfaisant du point de vue de l'OIF, de la francophonie, mais de toutes nos organisations sœurs aussi qui se préoccupent de l'enjeu du multilinguisme, de voir que des initiatives aussi concrètes que celles prises par l'UNIDIR, et félicitations pour cela, permettent d'avancer sur la compréhension et l'usage des langues autour de questions précises. J'aurais dû le préciser, mais vous le voyez dans l'architecture de la réunion aujourd'hui, nous partons du multilatéral mondial pour ensuite identifier des enjeux régionaux avant d'en arriver à un focus plus national. Et donc, nous passons maintenant à la région Afrique avec tout d'abord Monsieur André Nonguerma, qui est donc le chef de la section de l'information géospatiale au sein de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et qui qui est là, me dit-on. Alors, je ne suis pas sûr de vous voir, Monsieur Nonguerma. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que nous voyez? Oui, je vous entends très bien, je vous vois. Il faut qu'on vous agrandisse et puis vous avez la parole. Ça devrait prendre juste une seconde. Sur le système son de la salle. Ah non, il faut utiliser l'écouteur. Ah, ok. Ça, c'est le bon. Voilà. C'est lequel? Ouais, chacun. Ouais. Il y a celui-là. Ah ben là. Ah non. Ah non? Enfin, on va se battre pour les écouteurs, mais ça on fait après. C'est une arme. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre depuis Addis Abeba, je pense. Et vous avez la parole, Monsieur Nonguerma. Merci beaucoup, Madame la ministre, et Monsieur le directeur présents, Monsieur l'ambassadeur, honorables représentants des États membres, chers participants, collègues et amis. Je m'appelle André Nonguerma et je suis le chef de la section des systèmes d'information géospatiale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Nous sommes en fait le bras armé du secrétariat des Nations Unies pour la région Afrique, au même titre que les 5 autres commissions régionales qui sont un peu
éparpillés à travers le monde. Nous sommes basés ici à Addis Abeba, en Éthiopie, et notre rôle est un rôle d'appui et d'assistance à nos États membres pour développer des politiques socio-économiques et qui favorisent l'intégration régionale de l'Afrique. Et à ce titre, évidemment, l'information pour le développement prend une place particulière dans notre action parce que nous ne pouvons pas prendre de décisions motivées que lorsque nous avons une bonne base d'information avec factuelle et qui est aussi précise. Et dans cette information, l'aspect, la composante spatiale ou géospatiale est très importante parce que c'est là que nous pouvons comprendre ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, et lier nos actions de développement à des espaces bien particuliers. Alors, ma présentation est courte et je voudrais juste faire un aperçu de ce qui se passe au niveau de notre région, de notre continent, et évidemment en mettant en exergue quelques aspects qui appellent, si je peux résumer tout ce que je vais dire, à la coopération et à la collaboration pour s'assurer que l'espace est un bien commun. L'espace est un environnement où nous pouvons mettre en place, je vais dire, l'équité et la justice, mais c'est aussi un environnement où nous pouvons faire prévaloir l'humanité tout simplement pour que, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous puissions tous prendre avantage et profiter des bienfaits de l'espace comme un bien commun. Alors, mon premier slide, je ne sais pas si vous pouvez avancer, montre que, oui, celui-là, merci, que on voit que la région Afrique de plus en plus acquiert des capacités pour acquérir, pour traiter, utiliser les données d'observation de la Terre. Et on voit qu'à l'échelle mondiale aussi, de plus en plus, des satellites sont développés, mis en orbite, qui nous permettent, avec certains mécanismes, d'accéder rapidement à des données, qu'elles soient historiques, actuelles et même futures. Et on voit que l'Afrique, petit à petit, met à jour ses capacités en matière de développement et d'application des sciences et technologies spatiales, comme on vient de le voir la semaine dernière avec un pays comme le Sénégal qui a lancé son premier satellite d'observation de la Terre. Mais nous constatons qu'il reste quand même des besoins de partenariat interdisciplinaire, d'excellence, certainement nord-sud, mais aussi sud-sud, en prenant avantage de ceux qui ont été pionniers dans le développement des systèmes d'observation de la Terre. Slide suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi des opportunités. La capacité augmente, les opportunités sont là et on voit que dans beaucoup de pays et même au niveau continental, mon collègue, le professeur Maman Bachir va en parler plus longuement, il y a un support, une acceptance politique qui est là et qui amène beaucoup de pays de plus en plus à s'engager dans le domaine de l'espace. Il y a des capacités qui se qui se développent. Nous voyons que beaucoup de centres d'excellence sont mis en place au niveau de notre continent pour non pas seulement acquérir, traiter, analyser les données issues de l'observation de la Terre, mais aussi pouvoir développer les capacités technologiques nécessaires. Et ce qui est encourageant, c'est que de plus en plus, nous avons aussi un partenariat constructif, une coopération internationale renforcée avec les agences spatiales déjà en avance, comme la NASA, l'ESA,
JAXA, etc., etc. Et je crois que c'est un point important à souligner dans le cadre de cette problématique de la sécurité spatiale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Mais il y a des défis. Peut-être que, comme nous sommes en francophonie, le mot challenge n'est pas certainement adapté, plutôt des défis et même des enjeux. En termes de capacité, nous avons toujours une faible capacité technologique et nous voyons qu'il y a certainement une fracture digitale qui se met en place. Dans les interventions précédentes, on a parlé d'intelligence artificielle et je crois qu'il y a la nécessité de s'assurer que notre région colle aux avancées technologiques dans ce domaine pour permettre vraiment un transfert soutenu qui pourra permettre à l'Afrique de développer ses propres capacités technologiques et ses propres systèmes. Il y a le manque d'infrastructures. Certainement, nous sommes souvent confrontés à des situations d'absurdité en termes d'infrastructures de base, comme accès à l'électricité simplement, accès à Internet pour pouvoir travailler sur les données. Et il y a cette nécessité de toujours continuer à développer ces plateformes qui peuvent être flexibles, technologiques, qui peuvent être flexibles, complémentaires, et aider l'Afrique à progresser dans ce domaine. Nous avons également un faible investissement dans la recherche et le développement technologique que nous pouvons très vite combler s'il y a une véritable volonté de transfert technologique, ce qui est aussi un aspect très important de la sécurité spatiale. Et évidemment, la gouvernance, il nous manque toujours des politiques, il nous manque toujours des cadres législatifs et réglementaires. Et la mise en place de l'Agence spatiale africaine, par exemple, est un pas important vers la réponse à ces défis-là. Et évidemment, en termes de partenariat, on l'a souligné, l'espace est un enjeu de concurrence pour le leadership. On le voit récemment avec ce qui se passe à l'échelle géostratégique mondiale, mais cela ne doit pas nous empêcher d'avoir une approche de partenariat et probablement la nécessité de travailler dans le cadre des organisations mondiales et régionales comme l'OIF, comme les Nations Unies, etc., etc. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, je voudrais décliner deux ou trois points que j'appelle peut-être abusivement principes pour une sécurité spatiale perpétuelle. Alors, mon premier point est une question. Si l'espace est important pour les nations, si l'espace peut servir les intérêts de toutes les nations, alors nous devons lier l'espace à la fourniture de services quotidiens pour une bonne prise de décision. Et je pense que si nous pouvons étendre ou ouvrir les services que fournissent l'espace à tout un chacun, alors nous aurons fait un pas également vers la sécurité spatiale. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister est une question qui demande qui peut légitimement aussi diriger les activités spatiales et en assurer la sécurité. Alors, il va de soi que nous avons une conscience, conscience qu'il y a une concurrence sous-jacente. Quelqu'un a parlé précédemment que l'espace est encombré, qu'il fait l'objet de compétition et qu'il fait même l'objet comment je peux dire ça, d'accaparement, si je peux parler ainsi.
Et donc, nous devons travailler à ce que ce leadership-là soit un leadership qui s'intéresse ou qui fait un arrangement institutionnel pour qu'il y ait une plus grande place accordée à la coopération pour tous dans le domaine de l'espace. Alors, nous devons certainement adhérer, mettre en œuvre et appliquer les accords et traités internationaux communs qui s'imposent à nous. Voilà également un aspect où nous pouvons nous assurer que la sûreté spatiale est bien observée et bien mise en œuvre. Et comprendre que nous ne pouvons pas renforcer notre propre sécurité aux dépens de celle des autres. C'est-à-dire que c'est un partenariat qui s'établit là et qui s'assure que chacun y trouve sa part d'intérêt et d'avantages et de bénéfices dans l'exploitation, l'utilisation de l'espace commun. Et troisièmement, je crois qu'il nous faut simplement revenir à une forme d'éthique qui met l'espace au cœur de notre humanité. Et je crois que si tous les États, toutes les nations s'engagent à coopérer pour protéger ce bien commun global et fournir des biens publics globaux dérivés de l'espace, alors nous aurons fait un pas certainement vers plus de sûreté spatiale pour tous. Diapositive suivante. Et c'est ma dernière diapositive. C'est une question un peu saugrenue, mais qui montre quand même qu'il y a un temps de réflexion que nous devons consacrer à comment nous pouvons exploiter, utiliser l'espace pour produire des biens et des services qui soient bénéfiques pour tous. Je pose la question, pourquoi les voitures ont-elles des freins? Je pense que la réponse voudrait dire que ce n'est pas certainement pour nous arrêter, mais c'est pour aller vite. Si nous avons des freins dans la voiture, nous pouvons aller vite. Et aller vite veut dire que nous pouvons nous assurer que nous n'allons pas percuter ceux qui sont devant nous, mais que nous allons nous assurer aussi que nous n'allons pas dépasser les mesures qui sont mises en place, comme les feux de signalisation, les stops, et nous assurer que nous circulons et que nous progressons en intégrant tout ce qui est autour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous faut certainement les freins de la sûreté spatiale comme un mécanisme pour continuer à diversifier et amplifier l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Je crois que si nous arrivons à nous comprendre dans ce sens que nous ne sommes pas l'un sans l'autre et que la perle n'a pas de valeur dans sa propre coquille, en ce moment-là, nous pouvons comprendre que tout ce que nous pouvons faire actuellement au niveau de l'espace, c'est un acquis de petites contributions qui nous permettent d'arriver à ce point précis où nous en sommes. Et pour moi, de façon globale, je trouve que la sûreté spatiale est un mécanisme que nous devons peut-être vulgariser au niveau de nos nations qui sont en train de prendre le train de l'espace et qui devraient aussi comprendre que les intérêts nationaux particuliers ne vont pas sans les intérêts globaux à l'échelle soit régionale, soit mondiale. Voilà quelques points que je voulais partager puisqu'on m'a donné 7 minutes et je m'excuse d'avoir été au-delà de ces 7 minutes. Et à vous, je vous retourne la parole. Merci. Merci infiniment, Monsieur Nonguerma, pour ces propos qui alliaient la rigueur scientifique et un profond humanisme. Je reconnais bien là la formation de l'Institut supérieur polytechnique de Ouagadougou, où a aussi étudié mon regretté ami Pierre Ouédraogo,
qui était le directeur de la francophonie numérique, un personnage historique au sein de la francophonie, mais aussi d'ailleurs la formation de mes compatriotes de Jean Blou. Tout ça est formidable, nous sommes tous en francophonie et nous ne la quittons pas puisque de Dakar nous est venu le professeur Mahaman Bachir Saleh, qui est expert scientifique auprès de la Commission de l'Union africaine, elle aussi basée à Addis Abeba. On fait une triangulation là avec Addis Abeba, Dakar et Genève. Vous avez la parole, monsieur le professeur. Merci beaucoup, Excellence. Excellence, Madame l'ambassadrice, Excellence, Monsieur le modérateur, ambassadeur, en tout cas, Monsieur le directeur, en tout cas, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grade et qualité, je voudrais en tout cas vous remercier pour l'opportunité, en tout cas pour partager aussi, comme vous l'avez si bien dit, Monsieur le modérateur, en tout cas les perspectives à un niveau, on est en train de descendre en tout cas en termes d'échelle. Voilà, en tout cas, comment ça se passe au niveau africain. La prochaine diapo. Je voulais juste rappeler que, en tout cas, quand on parle du spatial, l'Afrique aussi s'est vraiment invitée dans ce domaine-là, parce que ce n'est plus, comme on dit, un domaine exclusif qui est réservé maintenant aux pays développés, parce que l'Afrique aussi, de temps en temps maintenant, est en train de faire partie, en tout cas, de ce club très fermé, mais au fur et à mesure, avec la technologie, l'évolution, l'utilisation qu'on a fait dans la navigation, dans le suivi environnemental, l'Afrique s'est invitée dedans. Donc, et à cause de cette forte croissance, à cause de cette utilisation, on s'est dit qu'il est plus que nécessaire, effectivement, et capital que la sécurité, en tout cas, soit considérée vraiment comme une priorité, effectivement. La prochaine diapo. Alors donc, au niveau de l'Afrique, c'est un continent devenu de plus en plus actif. En termes de documents, des documents stratégiques, en 2016, il a été voté par la conférence des chefs d'État, ce qu'on appelle la politique et la stratégie spatiale africaine. Donc, nous avons maintenant une politique spatiale et nous avons une stratégie spatiale, et qui sont des documents qui doivent aider. Et comme vous le voyez, à ce jour, il se peut qu'il y ait d'autres satellites peut-être qui ont été lancés par les Africains, mais nous sommes à peu près actuellement à 61 satellites, toutes catégories, généralement des CubeSats, des NanoSats, qui ont été lancés par à peu près, comme vous le voyez, 17 pays africains. La prochaine diapo. Et en termes de coûts d'investissement, il y a énormément, en tout cas, de coûts d'investissement qui est fait dans le domaine spatial. Cette statistique, elle date juste de 2 ans. Je n'ai pas pu avoir accès aux toutes dernières statistiques, mais comme vous le voyez, il y a 1 an et demi, 2 ans, on parle d'à peu près 22 milliards en termes de dollars investis, en termes de valeur. Et maintenant, en termes de travail qui peut être enclenché, on parle d'à peu près 19 000 postes, travaux, en tout cas des techniciens, des ingénieurs qui peuvent se retrouver, en tout cas, dans ce monde spatial-là. Donc, et en termes de firmes, en termes de start-up, en termes de compagnies qui travaillent dans le domaine spatial, donc nous avons, en termes de statistiques, à peu près 270 start-up. La prochaine diapo. Donc, au niveau de... donc, en termes de perspectives et d'actions prises dans le domaine spatial, il y a une agence spatiale, le précédent intervenant en a parlé. Nous avons maintenant une agence spatiale africaine qui est mise en place depuis 2019 et qui est vraiment l'émanation, en tout cas, des 55 pays d'Afrique qui se sont vus la nécessité, en tout cas, d'avoir vraiment un organisme. Parce qu'il faut mettre de l'ordre, finalement, dans avoir un cadre vraiment consensuel, mais
aussi un cadre législatif qui permet, parce que vous avez, comme vous le voyez, tout le monde parle d'espace, tout le monde veut lancer, tout le monde veut avoir accès aux informations du données. Donc, il fallait ce cadre-là. Voilà pourquoi cette agence spatiale a été mise en place. Et cette agence spatiale, elle est aussi l'émanation de ce qu'on appelle l'agenda, la prochaine diapo. Elle est également l'émanation de ce qu'on appelle l'agenda 2063 et qui est vraiment un cadre stratégique de l'Union africaine, vraiment pour la transformation socio-économique. Et quand on parle de transformation socio-économique du continent, on parle également vraiment de paix, d'infrastructures, de développement, en tout cas en termes... donc, on veut que l'Afrique, vraiment, on voit qu'elle est en train de devenir un acteur vraiment majeur dans le cadre de ces... La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en termes d'informations aussi sur les programmes spatiaux, vous allez le voir, chaque pays maintenant est en train de mettre en place une agence spatiale aussi, au niveau national. Je n'ai juste cité que quelques-unes, quelques leaders, par exemple, il y a le Nigeria, il y a l'Égypte, il y a l'agence algérienne, etc. Donc, juste vous donner, comme on dit, quelques idées, mais on tourne autour de 20 pays africains qui ont maintenant une agence spatiale opérationnelle. Prochaine diapo. Pour mettre encore mieux d'ordre et mettre l'agence spatiale opérationnelle, il a été mis en place ce qu'on appelle le Conseil spatial africain, qui a maintenant, qui regroupe 2 membres, un homme, une femme, parce qu'en Afrique, on a 5 régions, donc il y a un homme, une femme venant de chaque région. Donc, on a 10 membres du Conseil spatial africain. Il y a un président, Dr Tigan, il y a la vice-présidente, et les autres sont des membres. La mission principale de ce Conseil spatial africain, c'est de rendre l'agence spatiale vraiment opérationnelle le plus rapidement possible. Donc, prochaine diapo. Au niveau des perspectives régionales, vous allez voir ce qui se passe. Donc, au niveau de chaque communauté économique régionale, on a des communautés économiques régionales, la CEDEAO en est une, vous avez l'IGAD, la SADC, etc. Même au niveau de ces communautés économiques régionales, ils sont en train d'établir des partenariats pour qu'il y ait en tout cas un programme spatial au niveau de... Là, la CEDEAO essaye de voir que de lancer, que chaque pays lance par exemple des satellites. Est-ce qu'il est possible d'avoir une organisation concertée pour avoir un satellite au niveau de la communauté régionale? Le même cas dans le cas de la prochaine diapo, le même cas au niveau de la prochaine diapo, le même cas avec la SADC. La SADC, c'est la communauté économique régionale regroupant les pays sud-africains. Eux aussi, ils ont décidé vraiment de réduire en termes de dépendance, de réduire leur dépendance et ensuite avoir un programme vraiment aligné à leur réalité. Voilà pourquoi ils ont décidé aussi d'avoir un comité scientifique qui va réfléchir sur comment avoir un satellite commun, en tout cas pour la région, au lieu d'avoir des satellites par pays. Donc, la prochaine diapo. Donc, au niveau de... Voilà, donc ça, c'est également d'autres exemples. Pour vous dire, au niveau des régions, hein, c'est toujours... Ça, c'est l'exemple au niveau de l'Afrique du Nord qui est très actif, vraiment qui est en termes d'avance. Parce qu'en Afrique, on a 2 ou 3 groupes. Il y a d'autres qui sont très avancés. L'Afrique du Nord et le Nigeria sont très avancés. Et maintenant, on a des pays juste qui viennent d'entrer. Il y a le Sénégal qui a lancé son satellite il y a à peine 2 semaines. Et ensuite, il y a d'autres qui, maintenant, ils sont au niveau des textes. Donc, la prochaine diapo. Donc, c'est pour vous dire, au niveau de toutes les régions, on a en tout cas un programme lié au programme spatial. Donc, à chaque fois, ce qu'on est en train de faire au niveau de l'Union africaine, en tout cas en termes de sensibilisation pour une meilleure compréhension des capacités spatiales, c'est vraiment à travers nos activités qu'on a. Au niveau de l'Union africaine, nous avons organisé pas mal de workshops, pas mal d'ateliers, pas mal de séminaires. New Space, conférence, le dernier a eu lieu en Angola. Il y a ce qu'on appelle le Space Dialogue.
Et on a un programme qu'on appelle GMS en Afrique qui vient de la collaboration Union africaine-Union européenne, mais à chaque fois, en tout cas, vraiment, pour venir présenter les capacités en termes du spatial, mais également, je ne sais pas, l'ordre à mettre dans ce domaine-là. Donc, c'est des campagnes de sensibilisation et une meilleure compréhension, en tout cas. Alors, donc, je pense que c'est ma dernière diapo, pour ne pas trop... la prochaine diapo, c'est... En attendant... D'accord. Donc, la prochaine diapo, dans tous les cas, c'est vraiment remercier l'UNDF et puis la francophonie. En tout cas, pour moi, tout a été mis, en tout cas, à disposition pour que je puisse assister. Je voudrais, en tout cas, remercier, en tout cas, tout ce qui fait, toute l'équipe, Fania et toute l'équipe. Merci, en tout cas. Donc, je vous remercie. Merci à vous et ça valait la peine hein, parce que nous avons maintenant une image très claire du dynamisme du continent dans ses perspectives spatiales. On traverse la Méditerranée et on va maintenant voir ce qui se passe du côté de l'Union européenne en accueillant Madame l'ambassadrice Van Dele. Goedemiddag, mevrouw Van Dele. U hebt het woord. Dank u wel. Un grand merci. Vous m'écoutez? On vous entend bien, oui. Oui, d'accord, très bien. Alors, d'abord, un grand merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de participer à cet échange déjà très riche. Et vraiment, j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer en personne à l'avenir. Je suis également certaine que nous nous retrouverons lors des prochaines réunions à l'Assemblée générale de l'ONU, au COPOS ou dans un cadre bilatéral. Alors, je suis Marjolein van Delen pour la francophonie Marjolaine, envoyée spéciale pour l'espace de l'Union européenne. Mon rôle consiste à représenter l'Union dans les forums internationaux dédiés à l'espace et à conseiller aux représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour toutes les questions liées à l'espace et la sécurité. Et je dois dire que les occasions ne manquent pas ces derniers temps. Alors pour moi, je voudrais présenter les perspectives européennes aujourd'hui. Et mon message principal, que je voudrais faire passer, c'est que l'espace est l'affaire de tous. Il n'y a nul besoin d'être une puissance spatiale, de lancer ou d'opérer des satellites pour s'intéresser à l'espace. De même que vous et moi bénéficions tous des services spatiaux, de plus en plus indispensables à nos vies, nous devons tous être acteurs de la préservation du domaine spatial, que ce soit face aux risques liés à l'activité croissante ou face aux menaces dont il fait objet. À travers des exemples issus du programme spécial de l'Union européenne, je vais illustrer les bénéfices concrets que l'espace apporte aux citoyens. Ensuite, je vous proposerai des pistes pour construire ensemble un avenir spatial durable. L'Union européenne opère un programme spatial qui soutient des axes majeurs de nos politiques, comme notre transition vers une économie verte et numérique. Ce programme repose sur plusieurs composantes clés: l'observation de la Terre, la navigation, la connectivité et la gestion du trafic spatial. Chacune de ces composantes joue un rôle crucial pour répondre aux défis actuels et futurs. Alors d'abord, pour la composante d'observation de la Terre, notre programme Copernicus est au cœur de la gestion de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la sécurité civile. Copernicus est devenu le principal fournisseur mondial de données sur notre planète, soutenant une multitude d'applications allant de l'agriculture à la gestion des catastrophes. Grâce à sa politique de données ouvertes, ces informations sont accessibles à tous de manière complète et gratuite,
soutenant ainsi le développement durable et l'innovation. L'impact de Copernicus s'étend bien au-delà de l'Europe. De nombreux partenariats internationaux, notamment en Afrique avec le programme GMES et Africa, ont permis d'élargir les bénéfices de Copernicus. Ce programme renforce les capacités africaines en observation de la Terre, soutenant des projets essentiels comme la gestion des ressources en eau et la réduction des risques naturels. Pour la navigation par satellite, Galileo est le système global de navigation européen, offrant des services de positionnement précis, fiables et gratuits à plus de 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Galileo est indispensable dans les secteurs variés tels que le transport, l'agriculture et la gestion des frontières. Puis il y a EGNOS, qui est un autre pilier de notre programme spatial. Ça améliore la précision des signaux GNSS, particulièrement pour l'aviation et le maritime. Ces infrastructures garantissent une navigation sécurisée et efficace qui est cruciale pour nos économies. Galileo et EGNOS sont des outils précieux pour la navigation aérienne, comme en témoignent les partenariats noués avec des organisations régionales de sécurité aérienne telles que la SECNA en Afrique. Au-delà de ces deux exemples liés à notre programme spatial, il nous faut considérer l'ensemble du secteur spatial qui fait l'objet d'une participation mondiale accrue du secteur privé et opère des avancées technologiques majeures ouvrant la voie à de nouvelles applications. Il est donc vital de garantir l'intégrité, la sécurité et la sûreté de ces programmes. La sûreté des infrastructures spatiales est un élément central de la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et la défense dans l'espace, qui a été adoptée en 2023. Cette stratégie vise à protéger nos systèmes spatiaux contre les menaces émergentes au-delà des risques accidentels. Il est crucial que ces services ne soient pas compromis par des activités irresponsables comme les tests anti-satellites qui peuvent créer des débris dangereux. Dans ce contexte, l'UE et ses États membres continueront de soutenir un multilatéralisme efficace avec l'ONU en son cœur pour garantir un monde plus sûr, plus stable et plus durable. En effet, seul le cadre multilatéral permettra d'éviter les deux risques principaux qui nous menacent. D'une part, une utilisation irréfléchie de l'espace, où l'appât de gain immédiat menace les ressources orbitales si précieuses pour les générations suivantes. C'est par exemple le problème posé par les débris spatiaux. D'autre part, les comportements irresponsables, voire agressifs, et le risque d'arsenalisation de l'espace. L'idée que, parce qu'il n'y a pas de règles ou de normes de comportement responsables agréées internationalement, on puisse menacer ou pire attaquer les systèmes spatiaux. Depuis l'invasion injustifiée de l'Ukraine, la Fédération de Russie a proféré ce type de menace dans l'enceinte des Nations Unies et en novembre 2021, elle avait démontré ses capacités anti-satellites lors d'un test que notre représentant, soutenu par ses 27 États membres, a vigoureusement condamné. L'UE, dans l'espace comme ailleurs, s'engage à protéger l'intégrité du système international fondé sur des règles, un élément essentiel à notre sécurité collective et la pierre angulaire de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE. Cependant, l'UE, forte de ses 27 États membres et du soutien des partenaires et de ses alliés, a également besoin de soutien des pays tiers, des pays membres de la francophonie, des pays africains.
En effet, l'engagement actif de tous les pays au sein des Nations Unies est important pour la continuité de l'utilisation des données spatiales et pour maximiser les bénéfices concrets que l'espace apporte à nos citoyens. Ainsi, et ce sera mon dernier message, nous, diplomates, devons être conscients des enjeux de notre tâche au sein des Nations Unies. Je tiens donc à tout particulièrement remercier l'UNIDIR pour l'organisation de cette rencontre et aussi sur tout son travail qu'il fait dans la matière d'espace. Aussi, un grand merci encore à la francophonie et l'ambassade de la France pour avoir organisé ou appuyé cet événement et de m'avoir invité pour compartir les perspectives européennes. Alors, je vous remercie de votre attention et j'espère que nous pourrons bientôt nous rencontrer physiquement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Van Delen, et merci tout spécialement pour l'attention discrète qui a consisté à rappeler que c'est un francophone, mon compatriote Tintin, qui a été le premier à être sur la Lune. Il y avait une petite symbolique là, dans l'image qui me touche. Et nous retraversons cette fois-ci l'océan. On aura beaucoup voyagé aujourd'hui, c'est bien, mais pour précisément nous centrer sur un exemple national très éloquent, puisque le Brésil est un pays à la fois très ambitieux mais très dynamique aussi en la matière. Alors, Monsieur Medeiros Leopoldino, je vous en prie, je ne me risque pas l'accent brésilien, mais je vous en prie, nous vous écoutons. Merci, Excellence, ambassadeur, chers collègues. J'aimerais remercier au début l'UNIDIR, l'OIF, la mission de la France, de m'avoir invité à participer dans cet événement et à partager avec vous certaines des perceptions du Brésil sur l'état actuel des discussions sur la sécurité et la sûreté spatiale et sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Donc, prochain diapo, s'il vous plaît. Bon, avant tout, je ne veux pas répéter les considérations qui ont déjà été faites sur l'importance de l'espace, mais il est absolument clair que les ressources spatiales sont d'une importance cruciale pour toutes les sociétés, toutes les économies, y compris dans le domaine de la télécommunication, l'énergie, le transport, les finances. C'est aussi très important de remarquer ça. L'imagerie, la surveillance de l'environnement, qui pour mon pays en particulier joue un rôle particulier en raison de son importance pour la lutte contre la déforestation et pour le secteur agricole, mais aussi pour la défense et la sécurité nationale pour plusieurs pays. Les systèmes de positionnement global comme GPS, Galileo, GLONASS, Beidou sont particulièrement importants vu qu'ils ont donné naissance à des secteurs économiques entiers. Et cette dépendance croissante à l'espace a accru les inquiétudes quant au risque de voir l'espace devenir une arène de conflit, en particulier en raison du développement de doctrines et capacités spatiales offensives par plusieurs États. Prochain diapo, s'il vous plaît. Il est important de souligner que le fait que la sûreté et la sécurité spatiale ne sont pas détachées des considérations de sécurité dans d'autres domaines. Depuis le début de l'ère spatiale, l'espace est un élément clé des stratégies de dissuasion nucléaire, surtout pour des systèmes d'alerte précoce, infrastructures de commandement et contrôle nucléaire et vérification du respect des instruments de maîtrise des armements. Et plus récemment, l'espace est devenu aussi un élément clé des opérations militaires conventionnelles ou classiques, ce qui augmente le risque de propagation de tensions et de conflits sur Terre au domaine spatial. Prochain, s'il vous plaît. Tout conflit de grande ampleur dans l'espace mettrait gravement en danger les perspectives d'utilisation durable des orbites terrestres à des fins pacifiques pour plusieurs générations à venir.
tout recours à la force dans l'espace, notamment par des moyens cinétiques, implique le risque d'une prolifération incontrôlée et massive des débris. En cas d'échange à grande échelle d'attaques cinétiques, les orbites terrestres basses risquent de devenir inutilisables pendant une longue période de générations. Donc, la question de la prévention d'une course aux armements dans l'espace et de la sécurité spatiale est un sujet de profonde préoccupation pour tous les États, quel que soit leur niveau de capacité dans l'espace. Prochain, s'il vous plaît. Le Brésil est un pays en développement doté de capacités spatiales considérables et d'aspirations de longue date à acquérir toute la gamme de capacités spatiales. Il est donc dans notre intérêt national que l'espace reste pacifique, stable, sûr et accessible à tous. Dans le cadre de notre contribution à ces objectifs, le Brésil a présidé 3 processus multilatéraux très importants liés aux questions spatiales. Le premier a été l'organe subsidiaire de la CD en 2018 sur Paros. Aussi le premier groupe d'experts gouvernementaux, GGE, des Nations Unies sur Paros en 2018-2019. Et aussi la session du COPIOS où les lignes directrices de viabilité à long terme, LTS Guidelines, ont été adoptées par consensus. Prochain, s'il vous plaît. Le Brésil donc estime que le régime international existant sur la sûreté et la sécurité spatiale est insuffisant pour faire face aux menaces et aux risques actuels et que son développement ultérieur est une tâche urgente qui ne peut plus être retardée. Le Brésil est depuis longtemps attaché à l'objectif de la prévention d'une course aux armements dans l'espace et a toujours soutenu le lancement de négociations sur un instrument juridiquement contraignant sur Paros qui compléterait et élargirait les obligations établies par le OST, le traité sur l'espace extra-atmosphérique. Et le Brésil a toujours voté en faveur des résolutions de l'Assemblée générale qui encouragent des mesures préventives ou des moratoires concernant le comportement particulièrement risqué ou déstabilisateur dans l'espace extra-atmosphérique, comme par exemple la résolution proposée par la Russie sur le non-déploiement d'armes dans l'espace en premier, NFP, et la résolution plus récente proposée par les États-Unis appelant à une moratoire sur les essais des missiles antisatellites à ascension directe et à visée destructrice. Prochain, s'il vous plaît. Je veux parler des initiatives multilatérales récentes, mais très rapidement, surtout le groupe d'experts 2018-2019 qui a été présidé par le Brésil, mon collègue et ami ambassadeur Guilherme Patriota. Il a élaboré un rapport détaillé contenant des éléments pour la future négociation d'un instrument sur Paros, mais malheureusement, aucun consensus n'a pu être atteint à cette occasion. Plus récemment, le groupe de travail à composition non limitée, qui a été déjà mentionné par des collègues sur les menaces spatiales, c'était, à notre avis, la première fois que tous les États membres de l'ONU se sont réunis pour discuter des questions de sécurité spatiale dans un cadre axé sur des résultats concrets. Le GTCNL, c'est la première fois que je dis cet acronyme en français, a été une occasion d'apprentissage et a représenté un moment de prise de conscience à notre avis. Il est devenu clair dans ce moment-là que tous les États ont un intérêt à maintenir la sécurité spatiale et que les États en développement sont particulièrement vulnérables. Malheureusement, le groupe n'a pas pu traduire ces discussions de fond en recommandations concrètes pour les mêmes raisons. Une fois de plus, le consensus a été bloqué au tout dernier moment. La prochaine, s'il vous plaît. Ces 2 résultats ont démontré qu'il existe un profond déficit de confiance entre les principaux acteurs du domaine spatial. Ils ont également démontré que nous sommes toujours prisonniers des débats circulaires et de fausses dichotomies. La principale, c'est la question de la supposée opposition entre la poursuite des normes non contraignantes et l'objectif d'un instrument juridiquement contraignant. Dans notre avis, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Le Brésil reste très attaché à l'objectif de négocier un instrument sur Paros et notre support, notre soutien au groupe de travail est
découle de la compréhension qu'une telle option, le développement des normes non contraignantes, représente une alternative viable qui peut permettre de progrès tangibles à court terme. Mais notre soutien est aussi conditionné à la compréhension que ces normes non contraignantes serviront de base à la future négociation d'un instrument sur Paros. Un autre point de discorde est le type de menace spatiale qui devrait être traité en priorité. Sur ce point, nous sommes enfermés dans une impasse qui dure plus de 40 ans. Il y a la principale opposition, c'est entre la priorité sur le comportement responsable et des capacités offensives. À cet égard, ces oppositions ont été manifestées de manière très claire dans la dernière session de l'Assemblée générale. Prochain slide, s'il vous plaît. Deux résolutions concurrentes ont été adoptées qui établissent deux groupes de travail de composition non limitée avec de très importantes différences en termes de mandat, de délais et de résultats finaux qui sont escomptés. La résolution 78-20 se concentre sur le développement des normes non contraignantes, tandis que la résolution 78-238 se concentre sur le développement d'un instrument juridiquement contraignant sur Paros. Prochain, s'il vous plaît. Le Brésil et d'autres pays ont constamment appelé les deux rédacteurs de projets de résolution à essayer de combler leurs différences et à nous proposer une voie claire à suivre en évitant les redondances et les mandats contradictoires. Pour le Brésil, il est nécessaire d'intégrer ces deux approches concurrentes et de veiller à ce que la prévention d'une course aux armements dans l'espace et la sécurité spatiale soient discutées sur la base d'une approche globale qui tienne compte des préoccupations de sécurité de tous acteurs. Prochain, s'il vous plaît. Et donc, le récent groupe d'experts sur la prévention d'une course aux armements qui vient de s'achever 2 semaines et dont j'étais membre pourrait représenter une avancée à cet égard. Pour la première fois, un rapport substantiel contenant des éléments d'un instrument sur Paros, notamment sur la prévention du déploiement d'armes dans l'espace, a été approuvé par consensus. Le rapport contient de nombreuses réserves, bien sûr, le caveat, comme on dit en anglais, et représente le point de vue personnel de ce membre, mais il pourrait servir de point de référence pour les futures négociations ou désaccords. Le rapport comprend une évaluation des changements survenus dans l'environnement de sécurité spatiale depuis l'inclusion de la question dans l'ordre du jour multilatéral, et il reconnaît le lien entre la sûreté et la sécurité spatiale. Mais plus important encore, le rapport contient un langage qui pourrait permettre la réconciliation des approches concurrentes. Prochain, s'il vous plaît. Et donc, il y a des extraits du rapport qui, à mon avis, reflètent la possibilité d'un accord global pour un mandat, pour des discussions futures. Vous pouvez, le rapport va être publié dans quelques jours ou semaines, mais avant la prochaine session de l'Assemblée générale. Mais vous pouvez voir qu'il y a les deux points de vue et priorités sont là dans le rapport. Dans le paragraphe 1 note que la prévention d'une course aux armements devra être fondée sur une compréhension globale des menaces dans le contexte de l'espace. Et aussi, les deux processus sont mentionnés dans le prochain paragraphe. C'est la première fois qu'il y a un accord de base sur les deux approches. Et donc, prochain, s'il vous plaît, prochain slide. À notre avis, les accords conclus au sein du GGE pourraient indiquer une voie à suivre pour l'unification de deux groupes de travail à composition non limitée créés par l'Assemblée générale
en 2023 et qui doivent commencer en 2025. Une proposition à cet effet a été diffusée avant même le GGE pour un groupe d'États dont les miens, l'Égypte, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Sri Lanka et le Pakistan. Cette proposition répond non seulement à la nécessité d'éviter aux États membres de devoir suivre deux processus différents sur le même sujet, mais surtout à la nécessité de fournir un mandat unifié et complet, sans lequel les chances de succès des deux groupes de travail à composition non limitée sont très faibles. Nous espérons donc que les accords conclus au sein du GGE faciliteront cette tâche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Medeiros Leopoldino, qui avait en quelque sorte bouclé la boucle en nous ramenant au GGE et à la négociation à proprement parler. Alors, on est un peu au-delà de l'horaire que nous avions imaginé, ce qui témoigne de la densité des et de la qualité des informations qui ont été partagées aujourd'hui, ou bien de mon laxisme dans la modération. Mais dans tous les cas, je pense que nous pouvons quand même prendre encore quelques minutes pour un échange et des questions-réponses. Nous allons arrêter maintenant l'enregistrement de la vidéo et